La loi de 2011 catégorise un peu les infractions qui peuvent être considérées comme des violences basées sur le genre. D'abord, la violence basée sur le genre, c'est celle qui est commise sur quelqu'un à raison de son sexe, qu'il soit de garçon ou femme. Donc, si je peux citer des exemples, l'inceste par exemple est une violence basée sur le genre. Le viol, comme vous pouvez vous en douter, les mutilations génitales sont des violences basées sur le genre. Les violences conjugales sont des violences basées sur le genre. L'intention délibérée de négliger quelqu'un. Oui. Des fois, on décide parce qu'on dit, Tony, je veux la punir un peu pour dire, moi je suis bien éduquée et c'est donc elle qui est mal éduquée. Souvent, on entend ça dans les ménages. Donc, au nom de ça, on ne donne pas la popote. Vous savez, comme les femmes, souvent, elles n'ont pas d'autonomie financière. Des fois, avant de sortir le matin, le conjoint ou si c'est le frère peut tendre 500. La négligence commence du moment où, en partant même au boulot, on ne lui dit même plus au revoir. Donc, on ne donne plus. Ça rentre dans la violence économique. Donc, si vous savez que c'est vous qui avez le nez de la guerre, en rapport avec votre conjointe ou votre soeur et que vous ne lui donnez plus, vous êtes déjà dans une violence parce que vous êtes en train d'utiliser d'une violence économique. Les femmes aussi insultent les hommes parce qu'elles sont plus... En termes de... C'est des parolières. elles sont éduquées à beaucoup bavarder. Et du coup, elles ont appris à délier la langue quand il s'agit de placer les mots pour dire comment elles se sentent au fond d'elles-mêmes. Donc, des fois, ça entre dans l'exagération, alors que les hommes, eux, ils ont été éduqués à se taire et à agir. Du coup, on est dans deux registres différents. Et quand ces registres-là s'entrechoquent, ça amène de la violence. Il faut qu'il y ait une responsabilité d'abord individuelle des adultes et une responsabilité collective. Responsabilité individuelle, c'est de dire la violence ne doit pas passer par moi. Nous sommes certes des êtres humains, nous avons des émotions que nous vivons, mais dès que nos émotions submergent, il faudra les analyser pour ne pas souvent trouver des bourreaux, des boucs émissaires. Mais lorsque nous sommes tous mus par la volonté d'avoir une société où la paix règne, nous faisons plus d'efforts. Je pense que les femmes ont appris à faire beaucoup d'efforts dans ce sens. Beaucoup d'efforts. Si certaines femmes restent encore dans leur ménage, c'est parce qu'elles ont appris à avaler des choses. On veut aussi que les hommes parallèlement apprennent aussi à tolérer des erreurs des femmes et à ne pas user de la force physique dont Dieu leur a fait grâce tout de suite. C'est pour le travail, c'est pas pour brutaliser un autre être humain, qu'il soit femme ou homme. Parce que même parmi les hommes, il y en a qui ne sont pas forts. Il y en a qui n'aiment pas la violence. Et si tu es dans un mouvement, tu es jeune, tu es dans un mouvement où toi, tu n'aimes pas la violence, tu peux te faire violencer facilement parce que les autres vont te taxer de faible. Alors que dans ta famille, tu n'as pas appris à te défendre comme un loup. Tu n'es pas un animal. C'est plutôt toi qui as de la valeur. Donc, on va te dire, surtout dans les écoles, avec les adolescents, on va te dire, toi tu es un peureux. Dis-leur tout simplement, je ne suis pas un peureux, mais je suis un homme de paix. Au lieu de penser que tu vis de l'humiliation parce que toi tu es quelqu'un qui ne sait pas te battre. Aujourd'hui, autour de nos espaces scolaires, notamment au niveau des collèges, vous voyez vendredi des jeunes se mettre en tenue rouge pour se battre. Promenez vos caméras vendredi soir autour des collèges Noukoué, d'autres collèges de la place, et vous allez voir ce qui se passe. Si on continue comme ça, on va laisser des chaînes d'éducation de la violence et nous n'allons pas réussir. Donc, une responsabilité individuelle, chacun doit travailler, mais aussi une responsabilité collective. Qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Comment nous traitons nos enfants filles et nos enfants garçons? Ça relève de la responsabilité des familles. Une autre responsabilité collective, c'est les espaces d'apprentissage, l'école. L'école, depuis la maternelle. Les enseignants, qu'est-ce qu'ils disent à nos enfants à l'école? Un jour, mon garçon me disait que maman, il faut savoir que tous les hommes sont des rats. Et il essayait d'expliquer des polygames parfaits.
Oui, et j'ai essayé de mieux comprendre, mais c'est son professeur d'SVT qui en parle de cette manière-là. Donc, exactement. Donc, dans les espaces d'apprentissage, aussi bien les hommes et les femmes doivent dire des choses qui construisent la jeunesse et non qui déconstruisent la jeunesse. Parce que cette parole-là montre au garçon que lui, il a la possibilité de faire de la femme ce qu'il veut, puisqu'il peut en avoir plusieurs. Dans les ateliers et tout, il faut aussi que les patrons, aussi bien que les enfants qui viennent apprendre des métiers, soient sensibilisés aux questions de violence entre pairs et entre apprentis et patrons. Dans les espaces de soins, parce qu'on peut aller se faire soigner et se faire violenter et être victime de violence, de harcèlement, d'abus même sexuels de la part des soignants. C'est pas récurrent, mais on a quelques cas. C'est pour vous dire que dans tous les espaces-là, on doit rester vigilant et on doit éduquer les potentielles victimes, que sont les enfants, les jeunes, même les femmes et les hommes qui se sentent faibles. On doit les éduquer à éviter ce type d'espace et à dénoncer les moindres alertes de violence qu'ils peuvent subir dans ces espaces-là. Dans les administrations aussi, il ne faut pas l'oublier, le harcèlement en milieu de travail, les abus d'autorité et tout, il faut que ça cesse. Heureusement, les nouveaux tests que nous avons permettent vraiment aux présumés victimes de saisir la justice et de se faire justice. C'est une lutte collective. Un homme a une fille comme sœur, a une fille comme enfant, une femme a un garçon comme frère, a un garçon comme père. Donc ce n'est pas une question de femmes, les questions de violence basées sur le genre. Au Bénin, la lutte contre les violences basées sur le genre a connu de grands progrès. Vous savez, le Bénin a été partie prenante des recommandations de Beijing, de la conférence de Beijing et de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et ces instruments internationaux, ces engagements internationaux que l'État béninois a pris, l'a certainement obligé à trouver des moyens et des outils hardis pour continuer la lutte contre les violences basées sur le genre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces progrès et aussi de ce qui reste à faire? On peut retenir premièrement que l'arsenal juridique de protection des femmes contre ces violences-là a beaucoup grandi. Depuis 2002, le premier test phare que le Bénin a pris et qui a favorisé cette lutte a été le Code des personnes de la famille. Le Code des personnes de la famille déjà comportait des articles, des aspects de protection de la femme. Quand vous prenez les questions de partage de l'héritage, ces questions-là avaient déjà été évacuées par le Code des personnes de la famille. Ensuite, en 2003, nous avons eu le test relatif à la santé sexuelle et de reproduction. En 2006, si je ne me trompe, nous avons eu le test contre le harcèlement sexuel. Et ça a continué. En 2011, nous avons eu le test contre les violences faites aux filles et aux femmes. En 2021, l'arsenal juridique du Bénin également, en ce qui concerne la protection de la femme, a été encore enrichi par 3 nouveaux tests. Le premier que vous connaissez bien, c'est la loi numéro 2021-11 du 20 décembre 2021 qui porte sur la répression des infractions à raison du sexe. Et vous voyez, quand on met côte à côte toutes ces lois, on peut se frotter les mains que le Bénin a quand même mis un cadre législatif qui permet de protéger les femmes. Ça, c'est quelque chose d'important à notifier. Et les derniers tests qui ont été pris l'année dernière notamment sont des tests très innovants, même si parfois certains articles sont querellés. Quand on y voit de près, on comprend très bien que le législateur au Bénin quand même a pris des engagements forts à travers ces tests. Deuxièmement, en termes de progrès, c'est les services offerts
aux personnes victimes de VBG. Vous savez, le Bénin a des structures communales de protection sociale. Et quand je parle de protection sociale, j'inclus la protection contre les violences basées sur le genre. Je veux parler notamment des centres de promotion sociale qui sont installés dans toutes les communes du Bénin. Certaines communes même ont plus qu'un centre, notamment à Cotonou, à Bomé-Calavi, Parakou, qui ont beaucoup plus de centres. Déjà à ce niveau, les victimes sont accueillies, sont entendues. Il y a de la prise en charge psychosociale, il y a du référencement, c'est-à-dire à partir du centre de promotion sociale, on peut référencer une victime vers un centre de santé pour se faire prendre en charge, pour avoir le certificat médical. Tout ce qui va être peut-être utilisé dans les tribunaux déjà s'engage à partir du CPS. Ça, en matière de services offerts, on peut dire que le Bénin aussi a avancé avec l'existence de quelques centres de prise en charge intégrés qu'on appelle CIPEC. Nous en avons 3 au Bénin. Et le surplus des éléments de ce service-là, c'est l'INF. L'INF, avec sa possibilité d'ester en justice, avec sa possibilité d'accompagner le déplacement des victimes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que certaines infractions ont été dorénavant criminalisées et leur résolution ou leur jugement ne peuvent se faire qu'à la criette. Il s'agit par exemple des viols sur mineurs de 13 ans, des relations amoureuses entre enseignants et apprenants. L'INF accompagne les victimes depuis leur zone d'origine jusqu'au niveau de la criette. L'INF également dispose d'avocats. Et c'est ça l'innovation. Il y avait un gap dans les services offerts en ce qui concerne les VBG. C'était le gap de l'aide juridique et judiciaire. Aujourd'hui, l'INF, avec le pouvoir qui lui est conféré, donne de l'aide juridique aux victimes qui se plaignent à lui. Et ces avocats sont commis pour défendre les victimes dont les dossiers passent par l'INF, avec tous les services connaissent. Donc, en termes de services, vraiment, on peut dire que le Bénin a avancé, surtout avec la création de l'INF. Le Bénin a aussi avancé parce que le certificat médical, quelquefois, quand il s'agit des violences physiques ou des violences sexuelles, il y a un acte médical qui doit être fait, il y a un document médical qui doit être obtenu pour que les auteurs soient poursuivis, pour que la personne ait réparation des préjudices qui lui ont été causés et tout. Récemment encore, il y a un document, un test, un arrêté du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui a quadrillé un peu les coûts de ce document. Je pense avant, il fallait avoir 25 000 francs au moins pour faire un certificat médical. Mais je pense que l'État s'est entendu pour que ça se fasse à 10 000 et que ça soit gratuit même pour des personnes vulnérables qui seraient dans le besoin. Maintenant, en termes de participation communautaire ou collective à la lutte, il y a également eu énormément de progrès. Ce n'est pas seulement l'État qui s'est engagé dans la lutte, mais il y a également les acteurs de la société civile, les ONG de promotion de la femme, de promotion des droits humains, qui initient plusieurs projets pour venir en aide aux femmes, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, ainsi de suite. Et dans cette société civile, il n'y a pas que les acteurs qui ont des structures formalisées. Il y a aussi les chefs religieux, les chefs de collectivité, il y a les chefs de culte, les pasteurs, les prêtres, tout ce monde-là qui ne semble pas avoir un mandat écrit, mais un mandat tactique quand même participe à la lutte. Et c'est ça qui est intéressant. En termes de progrès, on a plusieurs acteurs quand même qui se sont levés pour dire
Nous voulons lutter ensemble contre ce phénomène-là parce que la violence ne devrait pas être une fatalité. Lorsqu'on analyse tous les aspects de la chose dont vous venez de faire part, on peut s'applaudir de ce que oui, voilà, les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train d'émerger en la matière. Mais parallèlement à ça, on remarque aujourd'hui que oui, il y a des femmes qui souhaitent bien dénoncer leur mari, leur conjoint par rapport à telle ou telle situation. Mais lorsque le dossier va en justice à telle enseigne, ils disent non, je ne veux pas amener mon mari en justice, pourquoi vous avez dit. Est-ce que dans ce genre de cas, dans ce genre de contexte, est-ce que vous ne voyez pas que cela freine un peu la lutte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, vous savez, les relations humaines sont faites de tolérance aussi. Et toutes les structures qui offrent des services ne sont pas des structures qui veulent amener tout le monde devant la justice, mais des structures qui veulent dire, il faut que vous arrêtiez. Et je sais, pour ce que je sais, il y a beaucoup de médiations qui se font. Mais on ne peut pas faire des médiations sur des cas de violence avérés, sur des cas de violence intolérables. On ne peut pas être complice de la mort ou des séquelles laissées sur certaines victimes. Donc, quand vous êtes en face à des femmes qui renoncent au fait qu'elles veulent poursuivre quelqu'un, ce n'est pas toujours le conjoint, ça peut être son frère qui ne veut pas partager l'héritage avec elle, ça peut être un voisin qui abuse de son enfant. Non, ce n'est pas seulement les conjoints qui sont des présumés auteurs de violence. Donc, quand quelqu'un dit voilà le problème que j'ai avec telle femme, ou une femme dit voilà le problème qui me lie avec un homme, parfois c'est la médiation qu'il faut privilégier, puisque nous sommes d'abord dans les questions de relations humaines. Il faut voir, il faut discuter, il faut écouter, il faut discuter avec les parties en cause et voir les consensus qu'on peut trouver avec eux. Ça s'appelle de la médiation conjugale, de la médiation familiale ou de la médiation sociale. Mais quand les intérêts d'une des parties mises en cause sont en jeu et qu'il y a de l'injustice, quelque part, il faut réparer. Et en fait, il faut se baser essentiellement sur la volonté de la personne qui se plaint. Maintenant, il y a des fois où des femmes décident de retirer leur plainte d'un processus déjà engagé. Oui, c'est possible, mais quand ça vient à l'INF ayant le pouvoir d'ester en justice, même si un plaignant se retire pour que le dossier aille jusqu'au bout, l'INF peut poursuivre le dossier parce que l'INF est là pour les Béninois pris individuellement, mais également pour les Béninois pris collectivement. S'il y a un cas de viol et qu'en famille, on essaye de noyer la situation et que l'INF est au courant qu'une première plainte est venue, que l'INF est dans un processus de protéger la personne, la fille ou la femme qui a été victime de viol et de lui faire réparation et que subitement, elle commence par se retirer, on cherchera à comprendre pourquoi elle se retire. Et pour faire en sorte que ce type de comportement cesse dans la communauté, cette structure, je veux parler de l'INF, a le plein pouvoir de continuer jusqu'au bout. Et vous avez vu cette année-ci, il y a une femme à Calavi qui à un moment donné ne voulait plus qu'on continue le procès avec son mari, mais ça a dû continuer. On aurait peut-être aimé que ça se passe autrement, mais aussi c'est toutes les questions de prise en charge derrière, d'autonomisation de la femme. Qu'est-ce qu'elle va devenir avec ses enfants? Une femme qui amène son mari en justice est une mauvaise femme. Il y a la perception qu'on a de la femme qui se plaint. C'est un peu pour dire, taisez-vous, que toutes les femmes doivent se taire contre la violence. Mais la violence traumatise, la violence dégrade, la violence déshumanise. Et on ne veut pas que quelqu'un soit déshumanisé dans notre société, que la personne soit un homme, que la personne soit une femme. On veut bien que tout le monde soit en paix pour entreprendre ses activités et pour procurer de la richesse au Bénin. C'est pour ça que nous sommes tous dans la lutte. Vous étiez en train de parler de l'évaluation des progrès. On en a fait. On en vient à ce clou. L'observation que nous faisons du fait que les personnes qui demandent de l'aide, surtout de l'aide juridique,
peuvent ne pas aller à la fin. C'est leur droit le plus absolu. Quand la médiation remplace ce qu'il est possible, ce sur quoi il est possible de faire de la médiation, personne ne dira non, nous sommes d'abord des humains. Mais on ne peut pas faire de la médiation sur des cas de viol, sur des cas de violence aggravée, sur des cas de mariage précoce et forcé, parce que le mariage précoce et le mariage forcé deviennent maintenant des crimes. Si vous mettez une mineure, donc une fille de moins de 18 ans dans votre maison, c'est comme si vous êtes en train de la violer chaque jour. Et ce qui est intéressant dans cette question de VBG, c'est que même l'intention, si jamais vous dites auprès de quelqu'un, je vais, et que ça se sait, il faut savoir que ça devient violence. Parce que dans la définition, c'est que même l'intention de commettre des actes préjudiciables à la femme, sur le plan psychologique, sur le plan physique, sur le plan sexuel, l'intention devient l'acte. Nous sommes en train de décroner les 16 jours d'activisme en ce qui concerne la lutte contre les VBG aujourd'hui. Quel message, si vous êtes donné de lancer un message à l'endroit des communautés, à l'endroit des jeunes dans les villes urbaines aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire à ces gens-là à l'occasion, sinon dans le cadre de cette ces jours d'activisme? Oui. Je dirais tout simplement que la violence ne devrait pas avoir de sexe et que tout être humain a besoin de vivre en paix pour être épanoui, pour entreprendre ses activités et pour créer de la richesse. Donc, nous devons tous travailler, quel que soit notre milieu de vie, que nous soyons en milieu rural ou urbain, nous devons nous dire que nous ne devons pas être acteurs de violence et que nous devons faire en sorte qu'autour de nous, personne ne soit victime. Et que si par mégarde, quelqu'un est victime dans notre communauté ou autour de nous, nous ne devons pas garder le silence. Nous devons dénoncer, nous devons tout faire pour que la justice soit dite, pour que les personnes qui sont victimes aient accès à des services, parce que ces services-là existent. Nous devons également prendre l'engagement en tant que jeunes de nous auto-informer. C'est très important. Aujourd'hui, on voit sur la toile beaucoup de choses. Les jeunes peuvent être harcelés en ligne puisqu'ils sont exposés. Les jeunes pratiquent une communication digitale très intense. Ils peuvent être sujets à des violences. Il faut s'informer, s'auto-former, éviter les infos, les intox, tout ce qui va nous mettre à risque. Parce que si on se préoccupe essentiellement de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on peut même se remettre dans les mains d'un bourreau alors qu'on s'amusait tout simplement. Pour les personnes qui vivent éloignées de Cotonou, je me dis qu'il y a de l'espoir parce que les points focaux de l'INF probablement vont être déployés sur toute l'étendue du territoire, dans les arrondissements, et tous les Béninois pourront dorénavant avoir recours ou avoir accès aux services que cette institution, qui donne beaucoup d'espoir, donne au Bénin.